Donc, la facture électronique, on va faire un petit point donc sur les nouveautés tout ce qui nous attend dans le passage à la facture électronique. Donc, la réforme sur le plan pratique, ça va être la fin de la transmission donc des factures papier. Aujourd'hui, il y a un volume de facturation qui sont faits par les entreprises qui sont en format papier, même si le développement des factures au format PDF a été assez important. On va complètement changer de système à partir du 1er juillet 2024 pour passer sur une transmission numérique de l'ensemble des factures. Sur le plan pratique, je vous rappelle qu'il y a quelques années, donc dans les années 1980, on était sur des factures qui étaient à 100% en facture papier. Et depuis, avec le temps, donc à l'époque, donc c'était en fait, on imprimait ces factures, ou pour certains, on les faisait à la main, on les envoyait par la poste, on les mettait dans la boîte aux lettres. Et il y a un temps de traitement qui était relativement long, ce qui est aussi décalé aussi les paiements, parce que vous avez la facture et le paiement dans les entreprises sont intimement liés. Vous voyez bien que quand vous avez des décalages dans la réception des factures, mécaniquement, les paiements sont très souvent retardés. Donc l'objectif de la facturation électronique, il est multiple. D'une part, alors permettre à l'administration fiscale d'avoir une vision très claire sur les modalités de facturation en France, et vous allez voir que le système est très bien conçu. Et d'autre part, soulager l'administratif des entreprises en permettant d'avoir un traitement automatisé beaucoup plus important que ce qu'on a aujourd'hui. Et puis, dans un troisième temps, accélérer le mouvement de paiement avec des systèmes de paiement automatisés qui vont pouvoir être mis en place. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez un certain nombre d'informations qui sont rattachées à la facture, vous allez pouvoir automatiser le paiement dès lors que le bon à payer a été donné. Donc, on va avoir se généraliser les paiements par virement en masse. Aujourd'hui, donc, le chèque est en train de disparaître, mais on pourra automatiser le process de paiement avec un système qui veut qu'on va recevoir la facture électronique, on va valider la facture électronique ou au contraire la rejeter, mais si elle est validée, mécaniquement, on pourra en même temps valider le paiement à la date d'échéance ou éventuellement modifier la date d'échéance si elle n'est pas conforme aux conditions contractuelles, mais ensuite, à partir du moment où on a modifié l'échéance, le paiement se fera de manière automatique. Donc, ça va entraîner un certain nombre de bouleversements dans les entreprises. Donc, dans les années 80, donc, tout se faisait à la main. On envoyait les factures par la boîte aux lettres. Voilà. Dans les années 90, on a commencé, il y a eu le début d'Internet, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont un certain âge, donc le début des adresses mail. Et on commençait donc à échanger des courriers au format électronique. Donc, c'est là qu'ont commencé à apparaître les premières factures. Dans les années 2010, ont commencé à apparaître tout ce qui était la facture électronique obligatoire pour tout ce qui est le B2G, c'est-à-dire la sphère publique. Donc, c'est pour ceux qui travaillent avec des collectivités publiques, que ce soit l'État ou les collectivités locales, l'apparition du portail qui s'appelle Chorus Pro, sur lequel les entreprises ont été obligées de passer à la facture électronique pour pouvoir transmettre leurs factures à leurs clients collectivités publiques. En fait, la facturation électronique, celle qui arrive à partir de 2024, en fait, c'est indirectement une généralisation de tout ce qui a été fait avec Chorus Pro. Aujourd'hui, vous travaillez avec une collectivité locale, vous devez impérativement envoyer votre facture par Chorus Pro et demain, on va généraliser ce système-là. Sauf que le volume n'est pas tout à fait le même, vous allez voir. C'est-à-dire que Chorus Pro, c'est quand même un volume de facture qui reste raisonnable. Là, on va passer vraiment à la grande échelle. 3 catégories de facturation. La première, celle qu'on connaît déjà, je viens d'en parler à l'instant, les transactions d'une entreprise à une entité publique, d'accord, État et collectivité locale, B2B. Deuxième catégorie, tout ce qui est B2B, business to business, donc les transactions entre deux entreprises. Et ensuite, après, les transactions, le B2C, donc les transactions entre les entreprises et les particuliers. Juste avant de passer au volume, la définition des tailles d'entreprise, ça c'est important, que vous ayez ça en tête, parce que les obligations dans le cadre du passage à la facture électronique ne vont pas être les mêmes selon la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que le changement va être brutal pour une grande entreprise, il va être progressif pour les micro-entreprises. Donc la micro-entreprise, ce n'est pas l'auto-entrepreneur au sens où on l'entend sur le plan fiscal, la définition de la micro-entreprise sur le plan juridique, c'est des entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan n'excède pas 2 millions d'euros. Donc, c'est-à-dire un seuil beaucoup plus important que la micro-entreprise qu'on a défini sur le plan fiscal ou sur le plan comptable, social. La PME, donc ça, c'est la définition européenne du terme. Entreprise dont l'effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou total du bilan 43 millions. Alors en général, c'est plutôt les seuils d'effectifs et les seuils de chiffre d'affaires qui s'appliquent. Donc ça, c'est les PME. Les ETI, c'est la strate supérieure, donc les entreprises de taille intermédiaire.
5000 personnes et un chiffre d'affaires de 1500 millions d'euros, ou un total de bilan de 2 milliards. Et les entreprises, les grandes entreprises, c'est celles qui dépassent ces seuils-là. D'accord? Donc, vous avez ici la répartition des petites entreprises, des entreprises par la taille. Avec les TPE, il y en a 3 850 000. Il y a à peu près 4 millions d'entreprises en France. Donc, 96% sont des TPE. D'accord? Donc, celles qui font moins de 10 personnes et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que le gros des bataillons, c'est ces 3 850 000 personnes, entreprises. Pardon. Les PME, c'est à peu près 150 000 entités. Les ETI, 8 000. Et les grandes entreprises, il n'y en a que 300. Vous voyez, ça ne concerne pas grand monde. D'accord? Et vous avez à droite le volume des transactions, et c'est là où je vous disais que ce n'est pas du tout la même chose. Chorus Pro, c'est tout ce qui est B2J, d'accord? C'est à peu près 100 millions d'euros de factures par an, 100 millions de factures par an. Tout ce qui est B2B, c'est 2 milliards de factures. Vous voyez qu'on on a changé c'est 20 fois plus, donc 2 milliards de factures par an. Et les transactions, tout ce qui est B2C, c'est estimé à peu près à 20 milliards de factures par an, d'accord? 20 milliards de transactions par an, qui ne donnent pas forcément lieu à des factures, d'accord? Sur le plan pratique, toutes les entreprises qui sont concernées par la facturation électronique sont les entreprises qui sont assujetties à la TVA. D'accord? Donc, assujetties à la TVA, ça peut être aussi les micro-entrepreneurs qui sont dans le champ de la TVA, mais qui sont exonérés parce qu'elles sont de petite taille. Donc, ça veut dire qu'une micro-entreprise va être concernée aussi par la facturation électronique. Les seules entités, grosso modo, qui vont être hors du champ de la facture électronique, c'est notamment tout ce qui est la sphère sociale, par exemple, un médecin, une infirmière. Eux sont carrément hors du champ de la TVA, ils ne seront pas concernés par cette réforme. Sur le plan pratique, ça va se passer comment? Donc là, vous avez le B2J, donc ça, on a basculé en 2020, d'accord? Et donc, ça concerne toutes les entreprises. Vous avez deux pictogrammes. L'obligation de recevoir des factures et l'obligation d'émettre en facture électronique. D'accord? Donc, pour tout ce qui est B2J, vous devez émettre des factures électroniques ou vous devez pouvoir les recevoir, ça c'est pour les collectivités, depuis 2020. D'accord? Donc, tout ce qui est la sphère publique, ça y est, le problème est réglé. Tout le monde est passé à la facture électronique en émission ou en réception. Si vous étiez une petite entreprise qui devait qui travaille avec une collectivité publique, vous n'aviez pas le choix. Si vous vouliez être payé, il fallait pouvoir générer une facture électronique. Et c'est après que ça change. Donc, tout ce qui est B2C, B2B, donc ça va changer par étapes. Donc, les petites entreprises, elles vont devoir, à partir de juillet 2024, être capables de recevoir et donc de traiter une facture électronique. Donc, concrètement, une petite entreprise qui travaille avec une grosse entreprise va être capable de réceptionner et donc de traiter, devra être capable de réceptionner et de traiter une facture au format électronique. D'accord? Donc ça, c'est valable. Juillet 2024 sont concernées les micro-entreprises et les ETI. Les grosses entreprises, les 300 dont on parlait tout à l'heure, elles, ça ne va pas leur poser de problème parce qu'elles ont déjà l'habitude. Donc elles devront recevoir et émettre en facture électronique. Et après, ça va basculer en deux étapes. Janvier 2025, les ETI basculent aussi en émission obligatoire en facture électronique. Et à partir de janvier 2026, tout le monde est concerné. D'accord? Les associations, elles sont considérées comme des micro-entreprises, hein? Alors, normalement, ça dépend si elles vont être dans le champ ou pas de la TVA. D'accord? N'oublions pas qu'une association qui est hors du champ de la TVA, pour moi, ne sera pas concernée par la facture électronique. D'accord? Par contre, une association qui a des activités commerciales, d'accord, je vends des tickets, je vends des prestations, j'ai une activité commerciale en plus d'une activité à but non lucratif, c'est possible, hein, tu vois, une sectorisation, elle va bien entendu être concernée par la facture électronique. D'accord? Donc, normalement, en ce qui vous concerne, vous n'avez pas de concerné. Bon, ceci dit, il ne faut pas se voiler la face. Dans la pratique, toute structure qui émet une facture avec un logiciel de facturation, donc notamment une association qui utilise un logiciel de facturation, entre guillemets, du commerce pour émettre ses factures, mécaniquement, le logiciel de facturation va être adapté. D'accord? Un logiciel de facturation qui, à partir de juillet 2024, n'est pas capable d'émettre des factures électroniques va disparaître du marché. Pourquoi? Parce qu'il va perdre progressivement tous ses clients. D'accord? Donc, tous les éditeurs en ce moment tous les éditeurs de logiciels de facturation sont en train de plancher sur le sujet. Pourquoi? Parce que sinon, après, ils n'auront plus de clients. D'accord? C'est comme ceux qui fabriquaient des caisses. À partir du moment où il y a eu la norme NF525, ben, tout le monde a été obligé d'y passer. D'accord? La loi va contraindre les éditeurs à s'adapter. D'accord? Donc, ça va être une bascule qui va être progressive dans le temps. Voilà. Mais ça va aller assez vite. D'accord? Ça va aller assez vite. Pas trop, parce que il y en a qui ont une grande entreprise
obligé de l'envoyer sur Alors ça, c'est voilà. Alors, ils n'accepteront pas, les grandes entreprises n'accepteront pas de voir. Alors, bien entendu, c'est le risque. Voilà, c'est le risque. C'est le risque. C'est qu'il y a le droit et il y a la réalité de la négociation et de la pression économique. Voilà. Oui, il y a le risque de ne pas y avoir de négociation. D'accord, on est d'accord. Alors, moi, je suis pas trop inquiet parce que je pense que au niveau des éditeurs, ils vont aller quand même assez vite. D'accord. Une facture électronique, on va le voir, c'est un format de fichier. D'accord. Donc, il suffit d'être capable de gérer un format de fichier qui va répondre à un certain nombre de conditions. Donc, on attend la fixation définitive du cahier des charges, mais on a dans les grandes lignes comment ça va se passer. C'est euh, un fichier PDF avec des balises XML qui vont être intégrées dans la pièce. D'accord. Ça va être ça le principe. La question qui se pose, c'est quelles sont les informations qui vont être incluses dans la facture. Aujourd'hui, vous savez qu'une facture, elle doit répondre à un certain nombre de conditions. Il doit y avoir un certain nombre de mentions qui doivent être obligatoirement indiquées sur les factures. Bon. Si votre facture, il manque des informations, aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. Elle n'est pas régulière, vous avez une amende potentielle parce que vous avez oublié, je dis n'importe quoi, de mettre la forme juridique de votre société ou votre capital social ou votre numéro SIRET. C'est irrégulier, mais ça n'empêche pas votre fournisseur de payer la facture. Demain, ça va être différent parce que c'est le système qui va bloquer votre facture. D'accord. Donc, ça veut dire que mécaniquement, dans le paramétrage des logiciels de facturation, il faudra être vigilant à ce que toutes les mentions obligatoires soient bien implémentées. Pourquoi? Parce que sinon, il y a un endroit dans la chaîne où la facture va être bloquée. D'accord. Alors, je pense que les éditeurs vont être malins. Il y aura un contrôle de cohérence des informations qui vont être au départ pour que la facture ne parte pas dans le circuit avec des mentions irrégulières. Ceci dit, il peut y avoir un blocage pour les mentions manquantes, mais pas de blocage pour les mentions fausses. D'accord. C'est-à-dire l'informatique, parfois, ils sont un peu bêta, hein, il y a l'information dans la case, c'est considéré comme bon, mais ça ne contrôle pas l'information. D'accord. Donc, il pourrait y avoir quand même des systèmes sur lesquels des factures partent avec des mentions qui sont irrégulières ou en tout cas inexactes. Si c'est Chorus. Alors, l'outil, ça va être un dérivé de Chorus, d'accord. Donc là, pour l'instant, on va rentrer un peu plus dans le détail, hein, mais vous allez voir que ça va être en fait une adaptation de Chorus, d'accord. L'avantage, c'est que Chorus fonctionne, d'accord. Bon, il y a eu quelques ratés au départ, hein, comme partout quand on met un système. La seule différence qu'il y a, ça va être le volume, d'accord. C'est-à-dire la capacité, on l'a vu, vous vous souvenez, quand il y a eu le Covid avec l'activité partielle. L'activité partielle, on a mis en place, on a utilisé un schéma existant, d'accord. Il y avait déjà des systèmes d'activité partielle. La différence, c'est que le volume a explosé en quelques semaines. Ça les a fait cracher. Hein. Et là, tout a planté. Avec un SH, derrière, ils n'ont pas pu gérer pendant 2 mois. Ils étaient bloqués, les services, ils n'étaient pas prêts. Donc là, ça va être le même système. La différence, c'est qu'on connaît grosso modo la volumétrie et qu'on a un peu de temps pour s'adapter. Bon, alors ceci dit, l'expérience récente du guichet unique a montré que même avec un certain délai, on se plante quand même, hein, puisque vous savez que les formalités juridiques ont basculé à l'INPI depuis le début de l'année, c'est une catastrophe. Pourtant, c'était prévu depuis longtemps, pourtant, ça aurait pu être testé depuis longtemps, on avait la volumétrie, ça n'a pas marché quand même. Voilà. Donc normalement, on croise les doigts, il y a intérêt à ce que ça marche. Ah oui, parce que quand vous allez voir le schéma tout à l'heure, c'est s'il y a un grain de sable dans le schéma, les factures n'arrivent pas au destinataire. D'accord. Donc, les factures n'arrivent pas au destinataire, et bien entendu, vous ne serez pas payé par votre client, puisque l'idée, ça va être d'automatiser les process. D'accord. Mais ça va fonctionner que si la facture arrive au bout, et que votre client peut la traiter comme il faut. Parce que les paiements vont être liés au process. Voilà. Donc, on va s'amuser un peu. Alors, les objectifs de la réforme, je vous ai dit, simplifier la vie des entreprises, un allègement de la charge administrative. Donc, c'est clair que on va beaucoup plus automatiser la facturation. Et surtout, derrière, on va automatiser le traitement de la facture. Aujourd'hui, dans les comptas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, avant, dans les entreprises et les services comptables, mais aussi dans les cabinets, on avait des factures papier, on enregistrait des écritures. Donc après, on est passé au numérique avec un système sur lequel on scanne la facture. Il y a un système d'OCR, de reconnaissance de caractère, qui analyse la pièce, qui propose une affectation comptable. Ça, en 2024, c'est fini. D'accord. Il n'y en a plus, par définition, parce que ça ne sert à rien de scanner une facture qui est déjà au format électronique. Donc tous ces systèmes-là vont disparaître. Donc il va y avoir beaucoup plus d'automatisation dans le traitement des contrats. D'accord.
C'est pas un métier d'avenir d'être comptable dans les entreprises, hein. Je peux vous le dire tout de suite, hein. C'est-à-dire, le logiciel comptable, il aura déjà les flux électroniques des factures, il les traitera automatiquement. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a toute une masse d'informations qui sont en annexe de la facture, que l'ordinateur va lire et va traiter de manière automatique. D'accord? Donc, le gars qui faisait de la saisie comptable, il faut qu'il se pose des questions. Il faut qu'il attende la gestion d'erreurs de flux. C'est pas. Oui, on traite de la. Dans le contrôle. Ouais, on va traiter de la donnée informatique beaucoup plus que de la pièce comptable. Déjà, on en traite de moins en moins, mais on ne va plus en traiter du tout. D'accord? La pièce comptable, elle sera complètement dématérialisée. Donc, ça sera de l'informatique. Pour tenir jusqu'à 64 ans, il va avoir du mal. Oui, alors, on a déjà eu l'expérience. Souvenez-vous qu'autrefois, on était en tout papier, par exemple, les déclarations de TVA. Il y avait des gens à l'administration fiscale qui saisissaient les déclarations de TVA. D'accord? Aujourd'hui, tout est en EDI. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont basculé en partie au contrôle. Je peux vous dire que c'est pas beau à voir. Parfois, on a des questions, ils ont été reclassés. Donc là, de la même manière, il faut réfléchir à comment reclasser ces personnes-là. Demain, effectivement, une partie dont le boulot risque de disparaître. Faciliter les déclarations. Alors ça, c'est un grand truc de Bercy. L'idée, c'est de supprimer la déclaration de TVA. Parce que Bercy se dit, mais en fait, comme toutes les factures vont passer par une plateforme sur laquelle moi, administration fiscale, je vais avoir l'œil. Comme je sais que dans toutes les factures, j'aurai le numéro SIRET de la société qui émet la facture et celui du client, je connais tout. Je fais les comptes. Je fais les comptes. D'accord? Donc ça, c'est pas encore opérationnel. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui réfléchissent beaucoup à Bercy. Depuis des années. Hein. Voilà. C'est un grand dada de Bercy de collecter la TVA sans qu'il y ait de déclaration. Pour l'instant, c'est l'entreprise qui déclare la TVA. Dans certains cas, elle peut être tentée de déclarer ce qu'elle veut. Donc, notamment des montants qui sont sous-évalués par rapport à ce qu'elle aurait dû notamment déclarer. Avec ça, c'est fini. Ça en fait rêver plus d'un, Bercy, je peux vous dire. D'accord? Lutter contre la fraude, bien évidemment. Juste une information, les premiers qui sont passés à la facturation électronique, c'est l'Italie. D'accord? 1er janvier 2019, Big Bang en Italie passe à la facture électronique. Résultat en 2019, 2 milliards d'euros de recettes supplémentaires en matière de TVA. Pourquoi ils sont passés à la facture électronique? C'est bizarre. Hein. D'accord? Donc, bien évidemment, ça va éviter qu'il y ait des gens qui émettent des factures, des entreprises qui ne reversent pas la TVA, alors que celle qui a reçu la facture l'a déduite. Le gros problème de l'État aujourd'hui, c'est la TVA, normalement, c'est neutre, c'est un impôt qui est neutre, sauf que ça n'est pas neutre quand on a qui récupèrent de la TVA et que ceux qui l'ont collectée ne l'ont pas reversée. D'accord? Donc l'objectif, c'est ça. D'accord? Et puis alors, accessoirement, améliorer la connaissance en temps réel de l'activité économique, évidemment, puisque l'État va avoir la connaissance en temps réel, à peu près, de toute l'activité économique qui se passe en France. D'accord? Ouais. Oui, mais n'importe quel chargeur peut marcher. Dès qu'on parle de Bercy, l'ordinateur s'en mal. Allez savoir pourquoi. Donc, contre les présentations. Il est fatigué, votre ordinateur. J'ai encore de quoi continuer un peu. Navigaire? Oui. Il faudra sortir votre véhicule avant 19h45 de chez les voisins. Parce qu'on risque de vous retrouver. Et de rentrer à pied. Mais le fait qu'il y a des classes qui sont libérées. Il y a des classes qui sont libérées, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Donc les avantages, j'ai dit un petit peu l'optimisation du process, une augmentation de la productivité sur la gestion administrative des factures, hein, ça on imagine facilement ce qui peut se passer. L'amélioration de la trésorerie grâce à un raccourcissement du circuit de paiement et une diminution des erreurs. D'accord? La logique, c'est que si vous avez automatisé votre système de paiement, c'est payé en temps et en heure, et il n'y a pas d'oubli, et vous gagnez en efficacité. D'accord? Parce qu'en fait, on va générer des lots de virements, en fait. Hein, d'accord? Donc, vous avez encore beaucoup d'entreprises qui se connectent sur le site internet de leur banque et qui font des virements un par un. D'accord? Ça va être fini. À partir du moment où on a décidé qu'on allait pouvoir régler les factures globalement, ça va être fait de manière automatique. Et puis, éventuellement, une sécurisation des déclarations de TVA avec possibilité de pré-remplissage. J'en ai parlé à l'instant.
Pour l'État, voilà, visibilité beaucoup plus précise et rapide sur la réalité des transactions financières. Vous avez bien compris quel était l'intérêt de l'État. Anticipation plus rapide des mouvements macroéconomiques. Donc, voilà, c'est-à-dire que les informations qui sont données par et ça marche. Donc là, ça donnera une visibilité à l'État beaucoup plus importante sur le fonctionnement. Donc la facture électronique, c'est quoi? Donc c'est une facture qui est dématérialisée de bout en bout, donc créée de manière électronique par le fournisseur, émise par le fournisseur à son client professionnel via une plateforme dédiée. D'accord? Donc il y a des plateformes qui vont être homologuées par l'administration fiscale. Vous allez voir le schéma après comment ça fonctionne. Reçu par le client professionnel via sa plateforme dédiée, c'est-à-dire que chacun va avoir une plateforme auquel il va être attaché, et un peu comme une adresse mail, en fait, on va envoyer la facture, et puis après, le système va, on n'est pas rentré dans le détail dans la présentation, mais le système, avec l'identification du client, va acheminer la facture directement chez le client. Et tout ça de manière dématérialisée, et bien entendu, la facture sera archivée par le client et par le fournisseur de façon dématérialisée. D'accord? Alors après, l'archivage, il va avoir moins d'importance. Aujourd'hui, vous savez qu'en cas de contrôle fiscal, l'administration fiscale vous demande des pièces. Demain, il n'y a plus rien à vous demander, elle aura tout. Donc, ça sera plus simple. D'accord? Il est beau le monde des demain. C'est Big Brother. Alors, vous imaginez quand même les bases de données que ça va faire derrière, hein, les datas, la gestion des datas qu'il y a. Hein, d'accord? Et les contraintes de cybersécurité. Et ça sort garder chez qui, surtout? En France, normalement. Normalement, en France, alors, il y a les plateformes vont proposer aux entreprises de sauvegarder les données. D'accord? Donc, il y a la plateforme publique qui devrait éventuellement sauvegarder les données, proposer l'archivage, et surtout ce qu'on appelle les PDP, donc qui vont être les plateformes privées qui vont, elles, proposer l'archivage aux entreprises. Mais il n'est pas gratuit. Ben non. Non. Après, c'est pas toujours mieux que sur les clouds, tout ce qu'on met en ce moment en place, le drive sur le repas. Oui, voilà. Après, alors disons que ça sera peut-être plus, voilà, plus cadré, ouais, certainement. Le stockage, etc. Mais la mise en paiement, elle se fait automatiquement aussi. Alors, ça, après, c'est l'entreprise qui décide. Après, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on va recevoir la facture. D'abord, il y a un process de validation de la facture, comme partout. C'est-à-dire qu'une facture, il peut y avoir des erreurs de quantité, des erreurs de prix. Donc, le client, quand il va recevoir la facture, il va déjà la valider. Ça va entraîner de manière automatique un message retour. Vous savez, comme en matière sociale, hein, il y a un flux retour. Donc, le flux retour va dire la facture est acceptée ou au contraire, elle n'est pas acceptée. D'accord? Donc, si elle n'est pas acceptée, il y aura une facture rectificative qui sera générée. D'accord? Tout ça dans le système. À partir du moment où tu as accepté la facture, tu as accepté éventuellement les conditions de paiement, etc., qui sont dedans. D'accord? Et après, derrière, comme tu as la donnée qui est attachée à la facture, tu peux générer, mais ça, ce n'est pas obligatoire. D'accord? Ça va accélérer le process, mais ça, on n'est pas dans le cadre imposé par la réglementation. Ça, c'est après, c'est qu'est-ce qu'on peut faire après. À partir du moment où on a une donnée sous forme numérique, on peut l'utiliser pour gérer les paiements, comme on peut l'utiliser pour gérer la comptabilité. D'accord? Mais ça, ce n'est pas une obligation légale. Mais c'est la logique du système. C'est la logique du système. Voilà. Dès lors qu'on a l'information, on y est. Donc, une facture dématérialisée, ça n'est pas un PDF que j'ai fait ma facture sur Excel et j'ai généré un PDF. Ça, ce n'est pas une facture électronique. Hein. Ça, on est bien d'accord. Hein. C'est une facture qu'on a bidouillée, etc. Donc, la facture Excel, ça sera terminé. Hein. Bien entendu, vous avez compris qu'elle ne répond pas aux critères, même si vous générez un beau PDF, c'est fini ça. D'accord? Quid des transactions internationales? Est-ce que ce système il est harmonisé au niveau européen? Non. Alors, chacun a son système et chacun a des process. Chaque pays a un process qui est propre, même si dans la pratique, on s'est inspiré de l'expérience des premiers. D'accord? Je vous ai dit, les Italiens, les Espagnols ont été précurseurs et donc Bercy a regardé. Vous avez des rapports de Bercy qui analysent les process qui ont été développés à l'étranger. Pour l'instant, ce n'est pas harmonisé. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est pas super cohérent, d'accord? Parce qu'on aurait pu imaginer qu'on mette en place un système qui soit compatible, au moins dans l'Union européenne. Alors, je pense que ça va être fait dans un deuxième temps, car pour l'instant, chacun avec son truc, mais j'imagine qu'une fois que tous les pays seront individuellement passés à la facture électronique,
Ça m'étonnerait qu'au niveau européen, ils n'aménagent pas Vu comment fonctionne la coopération entre les administrations fiscales des différents pays, j'imagine pas qu'il n'y a pas à un moment donné un partage de ces données-là. D'accord? On va se poser le problème de la réception des factures. On dépose des factures à l'épice par les sociétés françaises, par les pays européens. Oui. À l'inverse, hein, peut-être. Je pense que ça sera rematérialisé pour les envois hors les éditeurs de logiciels, Ouais. les modules qui permettent Oui. justement. Oui, le canal ne sera pas le même, bien sûr. Bien sûr. Par définition, vous aurez, alors selon comment on met le numéro de TVA intracommunautaire, déjà toutes celles qui sont dans l'UE, elles n'auront pas un numéro qui commence par FR, elles auront un numéro DE si c'est un allemand. Par définition, le logiciel il saura que c'est une facture qui va en Allemagne et pas en France, donc elle ne prendra pas le même canal. D'accord. Donc ça, c'est pas hyper compliqué. Les options de déclaration trimestre ou mensuelle seront conservées. Alors ça, pour l'instant, c'est conservé, mais il y a des chances pour que ça change. D'accord? Parce que la logique, déjà, la transmission, il y a un rythme de transmission qui va s'accélérer. D'accord? Donc, notamment pour tout ce qui est B2C. Parce que là, on a vu, le B2B, ça va être de l'instantané. Par définition, l'administration fiscale va avoir un temps. Dès que tu envoies la facture, elle passe par la plateforme de l'administration fiscale. Donc, ça sera du temps réel pour tout ce qui est B2B. Pour tout ce qui est B2C, c'est un peu plus compliqué parce que là, il n'y a pas de facture qui est mise, mais par contre, il est prévu des remontées de caisse. D'accord? Tous les 10 jours, des remontées de caisse. Donc, ça veut dire que la fameuse caisse NEF 525, elle va avoir quelques améliorations, d'accord, qui vont permettre d'envoyer, toujours sur la plateforme, le chiffre d'affaires. D'accord? Donc, verrouillage, transmission tous les 10 jours, c'est ce qui est prévu, des éléments de caisse à l'administration fiscale, au collecte de la donnée. C'est redoutable. Si j'ai deux entreprises, par exemple, j'ai ma fille qui est assujettie à la TVA par mois, est-ce que je peux choisir volontairement, pour la société mère, de rentrer dans le processus ou pas? Si j'ai deux sociétés dont une n'est pas dans le champ. Alors, c'est une bonne question. Alors, à mon avis, alors, oui, c'est obligation plus, oui, c'est une obligation pour celle qui est à la TVA. Par contre, l'autre, pourquoi est-ce qu'elle ne rentrerait pas dans le système? Je ne vois pas ce qui l'interdirait. C'est-à-dire, je me mets d'un point de vue pragmatique. Ouais. C'était que les dates d'après. Oui, mais alors, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, mais je vois pas ce qui empêcherait une structure non assujettie à TVA à utiliser le même système de facturation. Bon, On a déjà dit ce qui passe. Oui, parce que nous, les assos, sur des assos qui ne sont pas assujettis, on passe par Pôle. Ah oui, oui, c'est exact. Ouais. Oui, donc la réponse, elle est là. Effectivement, on peut le faire aujourd'hui avec Chorus, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire demain avec. Ce que doit garantir l'authenticité, donc évidemment, toutes les factures sont signées électroniquement. D'accord? C'est une évidence. Hein, on doit pouvoir authentifier quand ça a été fait, redater, etc. L'intégralité, donc l'intégrité du contenu, c'est-à-dire évidemment non modifiable, c'est le principe, d'accord. Et la lisibilité dans le temps, ça c'est permise par l'archivage, d'accord. Le format, dont je vous l'ai dit tout à l'heure, un format qui s'appelle FactureX, d'accord. Donc un PDF plus du XML et ça nous donne une FactureX, d'accord. Un PDF pour que ce soit lisible, parce que si vous connaissez le XML, c'est pas très lisible. XML, c'est pas, voilà, faut comprendre. C'est du codage. C'est du codage, c'est du code, voilà. Donc là, il y a la facture comme on la connaît aujourd'hui, pour que ce soit lisible, et seront attachées ces fameuses métadonnées qui seront en format XL et qui, elles, vont permettre de traiter la facture. Et c'est cet ensemble qui fait le FactureX. Et donc, forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les logiciels génèrent ça au format, ça, il n'y a pas de problème. On l'a vu à l'époque, quand les logiciels comptables ont été adaptés pour générer un FEC, tous les éditeurs sont mis. Ils n'ont pas le choix, hein, c'est la loi impose. L'éditeur. Donc, les fameuses mentions obligatoires. Donc, au départ, 24 mentions obligatoires qui sont grosso modo celles qui sont aujourd'hui. Hein, il y a à peu près ça. Mentions obligatoires sur les factures. 8 mentions supplémentaires sont prévues en 2026 et après, Bercy prévoit éventuellement collecter plus d'informations.
D'accord. Il y en a qui disent jusqu'à 300 données par facture. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir mettre comme truc. D'accord. Donc, les factures émises par un outil bureautique ne pourront plus répondre à ces obligations. Vous l'avez compris. Hein, d'accord. Donc, les factures Word, Excel, c'est fini. Enfin, c'est fini à partir de 2024. D'accord. La création d'une facture. Donc, votre logiciel de facturation devrait être en capacité d'émettre vos factures au format X. D'accord. Il sera également opérateur, donc le logiciel de facturation est opérateur de dématérialisation, donc en fait il va être certifié lui aussi, parce qu'il vous permettra de justifier le fait que les factures qui sont générées par le logiciel sont bien conformes à la norme. D'accord. C'est le pendant de la norme NF 525 pour les caisses. D'accord. On va normaliser les logiciels. Voilà. D'accord. Et ça va être envoyé sur le PDP, votre plateforme de dématérialisation, soit directement le PPF, ça sera le nouveau nom de Chorus Pro, c'est la plateforme publique, d'accord. Vous avez une définition, portail public de facturation et la plateforme de dématérialisation partenaire. Donc en fait, chacun va avoir une plateforme de dématérialisation partenaire et qui va être interfacée. Je crois qu'il y a un petit schéma normalement derrière. C'est beau, d'accord. Donc votre logiciel de facturation va envoyer soit directement sur le portail public, d'accord, soit passer par une plateforme de dématérialisation partenaire. Donc vraisemblablement, je pense que l'accès direct à la plateforme publique va être certainement très verrouillé. Donc je pense que cette hypothèse-là, à mon avis, va être limitée pour des questions de sécurité. Donc je pense que l'État va vouloir qu'on passe par la PDP, parce que le PDP a l'avantage d'abord d'envoyer des lots beaucoup plus conséquents et surtout de normaliser, de contrôler la qualité de l'information qui est envoyée par le logiciel de facturation. Les marques d'Aquitaine dans tout ça. Alors nous on est petits. Alors par contre, on fournit déjà des logiciels de facturation à un certain nombre de nos clients, d'accord. Donc mécaniquement, il y a des petits logiciels, qui s'appellent Mon Expert en Gestion, qu'on fournit à nos clients. Et donc mécaniquement, les logiciels de facturation vont être adaptés, d'accord. Donc on fournira des logiciels de facturation qui seront normés. On ne sera pas PDP ou évidemment pas PPF. PDP, c'est en général des structures informatiques. Hein, c'est des boîtes. Ça peut être par contre certains éditeurs de logiciels qui vont être en même temps éditeurs du logiciel et PDP. D'accord. Ce ne pas des sociétés de services informatiques. Voilà, Such, par exemple, ils envisagent d'être PDP. Ils se posent la question, mais ce n'est pas encore officiel, mais ils sont récemment PDP. Et après, derrière, donc, ça passe, donc vous avez vu le circuit, donc ça passe par le portail public qui renvoie à l'administration fiscale et la facture, elle arrive sur le PDP du client qui ensuite le diffuse au client. Et donc nous par contre, on récupérera l'ensemble des factures réceptionnées par le client. Puisque pour les clients dont on traite la comptabilité, mécaniquement, on va récupérer la donnée comptable, la facture électronique. D'accord. Puisqu'en théorie, tous les logiciels comptables sont à jour. Ils pourront capter les données. Voilà. C'est ce qu'on a compris. D'accord. Donc les logiciels de cabinet, pareil, traiteront la facture électronique. Après, ce qu'on ne sait pas encore, c'est sous quelle forme on va récupérer. Parce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'un numéro SIRET, qui est une entreprise, soit attaché à un cabinet d'expertise comptable et que la plateforme nous envoie directement la facture sans même passer par le client. Voilà. À partir du moment où on est référencé dans l'annuaire comme étant l'expert comptable de l'entreprise. Pardon? S'il y a un changement, ça doit être oui. les 300 données. Voilà. Ouais, ça peut être dans les données complémentaires. D'accord. Est-ce qu'il y a un flux dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce qu'on a là un cadeau, ça a été payé et ça remonte Le paiement, normalement, passe pas par ce biais-là. Par contre, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la conformité de la facture ou le fait d'accepter la facture, il va y avoir un flux retour. D'accord. Il va y avoir un flux retour, notamment, et ça repasse par la plateforme. Donc, c'est intéressant parce que l'administration fiscale il sera au courant quand il y a une erreur sur une facture et aura la facture rectificative. Donc oui, au niveau de l'acceptation de la facture par le client, ça passe par le système. D'accord. Le paiement, pour l'instant, il n'est pas prévu qu'il passe par le système. Alors, l'administration fiscale sera au courant de la date à laquelle normalement c'est payé, puisque ça fait partie des mentions obligatoires sur la facture. Par contre, il n'est pas prévu, jusqu'à présent, qu'elle ait l'information sur le paiement effectif. Il y a la banque, c'est la banque qui fournit l'information. C'est le crédit. Le crédit. Ah bah si, oui. Si on est crédité, l'information, voilà. La banque envoie l'information. D'accord.
Mais ce n'est pas prévu que ça passe par ce canal-là, pour l'instant. Ouais. D'accord? Oui, c'est pas un prélèvement chez le client, c'est un virement toujours. Oui. Voilà. Oui. Oui. Alors, ça aurait été un prélèvement, ça aurait été... oui, le système du prélèvement va continuer à fonctionner, mais il n'est pas généré par la sur les plateforme. factures. Ouais. Et à terme, en fait, c'est voué à remplacer tout ce qui est LCR et compagnie. Ah bah, à mon avis, oui. Ah oui. LCR, Ouais. Oui. Ça va être la généralisation. En fait, par défaut, il y aura une date de paiement à J plus. Oui. Pour moi, c'est le virement qui va devenir la norme. Oui. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on a accepté la facture et la date de règlement de la facture, on peut mettre en place un process de virement automatique. D'accord? Vous avez validé la facture, vous avez donc validé le montant et vous avez validé la date de paiement. Et après, Ou le prélèvement. oui, ou le prélèvement. Vous avez laissé le prélèvement plutôt parce que une fois vous avez signé, etc. Donc, ouais, les deux, ouais, ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être l'un ou l'autre. il y a quand même des entreprises qui veulent avoir la main sur le virement. Ouais. Donc, celles-là, ils garderont le système virement. Et ceux qui acceptent le prélèvement par un coup. Comme c'est tracé, peut-être que les dates seront plus respectées. Alors ça, c'est sans doute. C'est sans doute l'idée, hein, d'accord. Pour moi, ils disent bien que ça. D'abord, il y a un flux de traitement. On ne pourra plus dire que vous savez, le client qui vous dit j'ai perçu la facture, il pensait que j'ai pas fait le paiement, d'accord. Là, c'est fini, hein, d'accord. Là, c'est fini puisque tout est tracé. Moi, je me pose même la question de la TVA collectée, alors même que ce n'est pas payé. Moi, je pense qu'au bout des 45 jours, 60 jours, etc., ils collecteront la TVA. Oui, à terme, oui. Tous ceux qui sont en TVA sur les débits, c'est-à-dire sur la facturation, les livraisons de biens, on peut imaginer que la TVA soit calculée et prélevée. Ça, ce qui pose le problème d'ailleurs du régime de la TVA sur les encaissements, puisque vous savez que les prestataires de services sont TVA sur les encaissements. Ils payent la TVA quand la facture est payée et non pas quand la facture est émise. Au bout de 60 jours, ils capteront. On dira ça doit être payé. C'est 2 mois, c'est fini. Je capte. Ou alors ils suppriment le régime de la TVA sur les encaissements, ils harmonisent tout en mettant TVA sur les débits. Et là, c'est bon. Le problème est réglé. C'est plus facile pour eux de calculer les syndicats, les prédéclarations. De l'autre côté, sur la réception, donc le PD, ça c'est la suite du schéma qu'on a vu tout à l'heure, le PDP de votre client, donc gère la facture, acceptation, rejet ou paiement, et ensuite l'envoi, portail public de facturation, administration fiscale, et le PDP, donc chez le client final. Ça, c'est le flux retour. L'archivage donc de la facture, donc normalement le PDP ou le coffre-fort numérique de votre choix, vraisemblablement il sera plus simple à mon avis le PDP. Deux notions donc il y a beaucoup de termes anglo-saxons dans le système. Donc l'invoicing, c'est tout ce qui est le traitement de la facture, d'accord. Donc la facture électronique, donc on fait les factures, on renseigne tous les éléments. Ça, c'est l'invoicing. Le e-reporting, c'est l'autre partie dont on parlait tout à l'heure, c'est tout ce qui gère le B2C. Première partie, le B2B. Deuxième partie, le B2C. Et donc là, vous avez les factures faites aux particuliers ou les tickets de caisse feront l'objet d'une déclaration dématérialisée spécifique. Le logiciel de facturation devra envoyer à l'État soit les factures, soit un agrégat des factures pour conserver l'anonymat des clients. D'accord ? Donc, on va avoir un système de reporting. Donc, on n'envoie pas la facture, mais on envoie le reporting des transactions qui sont effectuées par l'entreprise, et ça de manière normalement à la décade ou à la quinzaine. D'accord ? Avec le détail quotidien. Ouais, c'est le ticket de caisse dématérialisé, en fait. Voilà. C'est le Z dématérialisé. D'accord ? Voilà. Et donc ça, par contre, c'est automatique. Hein. D'accord ? Voilà. C'est un peu chaud. Hein. Les flux, donc sur le e-invoicing, donc vous allez avoir des flux vers le client et l'administration fiscale. Les transactions qui sont concernées, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est B2B. Et la fréquence au coup par coup, donc dès que la facture est émise, elle rentre dans le système. D'accord ? Donc c'est temps réel. Là, on fonctionne en temps réel pour tout ce qui est
facturation, donc tout ce qui est B2B. Et le e-reporting, donc c'est vers l'administration fiscale, la fréquence du flux, donc hebdomadaire ou mensuelle, voilà, c'est pas encore tout à fait fixé la fréquence du flux, et les transactions, donc les relations commerciales avec des partenaires professionnels non français, donc les étrangers, tant qu'il n'y a pas la facture électronique, ça sera du reporting, c'est-à-dire qu'on va déclarer le chiffre d'affaires fait avec des prestataires extérieurs, et puis surtout donc les ventes à des particuliers, et a priori dans un second temps les flux de paiement et d'encaissement. C'est vraiment Big Brother, hein. En résumé, donc, pour les différentes étapes, donc, au niveau de la création, donc ça va être géré pour B2B, B2C, international et B2C par soit le logiciel de facturation et la caisse, l'ensemble va devoir faire l'objet de modifications. Tout ce qui est émission, donc ça, c'est j'envoie la facture électronique et je la reçois, c'est le process d'invoicing, donc en temps réel, d'accord? Et par contre, pour tout ce qui est le reste, ça va être du reporting, d'accord? Donc, on a un agrégat de l'ensemble des factures et ça sera pas, par contre, ça ne sera pas du temps réel, pour l'instant. Et évidemment, tout est archivé. Ça marche, c'est clair? Ça, c'est la théorie, bien entendu, c'est la théorie. Donc, notre rôle, ben, c'est d'informer les entreprises hein, pour accompagner dans l'évolution de l'organisation. Là, ça, je pense que ça va être extrêmement important. Proposer des solutions qui correspondent à l'activité de l'entreprise. Et puis, ben, traiter les flux, notamment tout ce qui est échange des données comptables et fiscales. Donc, on va passer du scan de la pièce, hein, où le client qui récupère le PDF et le met sur une plateforme comme ça, c'est une outil de comptable notamment, à un système qui va être complètement automatisé. D'où l'importance d'avoir des bons outils informatiques après derrière, et surtout un bon paramétrage. D'accord. L'enjeu du paramétrage va être un élément déterminant, parce que l'informatique, c'est bien, mais quand ça part de travers, ça part de travers. Le fait de connaître ça, ça vous permet d'anticiper les développements futurs aussi, de savoir ce qui va évoluer fiscalement dans l'environnement général. Donc, au moins, vous savez, même si vous n'avez pas l'outil aujourd'hui, ça va permettre de traiter les flux, vous savez, vous avez des pistes pour organiser vos sociétés, essayer d'investir dans certains temps. Donc, faut être à jour. Ça va aller assez vite parce que les annuaires, voilà, donc là, voilà. L'annuaire national qui a des boîtes mail en quelque sorte, hein, qui vont permettre, doit être constitué en fin d'année 2023. D'accord. Donc ça va aller quand même assez vite. Hein. Donc mécaniquement, pour être opérationnel au 1er juillet 2024, l'État a prévu que tout soit prêt fin 2023. Donc les derniers textes vont sortir maintenant assez vite. Les nouvelles plateformes vont commencer à être travaillées en septembre. Voilà. Donc, ça va être une année charnière 2023. C'est beaucoup d'étapes franchies. Parce qu'après, on va rentrer rapidement en phase de test. Si on veut être opérationnel le 1er juillet, il faut quand même qu'on ait testé le système un petit peu avant. Donc, tout ce qui est note de frais, vous savez que c'est la même chose. La TVA aussi, la qualité aussi. Oui, alors sur les notes de frais, alors la note de frais, normalement, c'est établi par le salarié, mais on peut penser que non, parce qu'il y aura quand même un certain nombre d'opérations qui vont rester manuelles, d'accord? La note de frais sur les 20 milliards de pièces, c'est pas des nombres qui sont colossaux. Donc, il y aura encore un certain nombre de pièces qui vont être traitées de manière manuelle. Avec un système, alors il y a des logiciels maintenant de notes de frais hein, sur lesquels le salarié peut saisir tous les éléments et puis ensuite ça rentre directement dans la machine. Donc ce type d'outil va certainement se développer, mais par contre ça passe pas par le système puisque c'est le salarié personne physique qui émet la note de frais à destination de l'entreprise. D'accord? C'est pas une facture d'une entreprise. Tout le système, c'est des factures émises par des entreprises à destination soit de collectivités publiques, ça c'est Chorus Pro, soit des entreprises, c'est le e-invoicing, soit à destination des particuliers, c'est le e-reporting. D'accord. Mais là, on ne parle pas de la transaction faite par le particulier. Le salarié en tant que particulier n'est pas concerné par le système. L'entreprise, elle doit le traiter. Voilà. L'entreprise doit effectivement traiter cette pièce comptable qui va résiduelle, qui va rester et qui ne passe pas par la machine. Validation préalable de la part de l'employeur, ça.
Oui, mais là, par contre, on n'est pas dans le champ réglementé. On n'est pas dans le champ de cette nouvelle réglementation. Déjà aujourd'hui, l'employeur, il valide le fait que la note de frais, elle est conforme, qu'elle est justificative et qu'elle donne le bon à payer. Ce système-là n'est pas modifié par la facturation électronique. Non, c'est pas concerné. C'est à part, c'est un autre canal. C'est un autre canal. C'est un autre canal, mais c'est un canal qui, en termes de volume, nombre de pièces, ouais. Ça ne concerne pas l'externe. En fait, ma question, c'est juste sur la TVA. Hein. Oui, la récupération de la TVA, bien sûr. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, toi, tu penses qu'il y a effectivement de la TVA qui pourrait ne pas être récupérée parce que l'administration fiscale n'en a pas la connaissance. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Pour l'instant. Ça va être pré-remplissage et qu'après, il va y avoir les data controllers Mais qui vont contrôler. ça fait pas des gros montants. Effectivement. Oui, puis ça ne l'intéresse pas. Voilà. Aujourd'hui, vous entendez parler de data controller. C'est les personnes qui vont contrôler les flux informatiques automatiques. C'est l'évolution de nos métiers, certaines parts de nos métiers. Ils sont là pour la conformité, l'analyse, la vérification. Mais ils ne saisiront plus, ils ne seront plus acteurs du remplissage des logiciels. Voilà, la facturation électronique, c'est simple, on vous a dit. C'est comme les clients qui nous disent vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton pour sortir un bulletin de paye ou pour sortir un bilan, mais c'est pareil, ça va être pareil, c'est tout à fait ça. Des questions là sur ça? Ça va quand même faire bouger pas mal de choses. Hein. Ça va être obligé quand même de visualiser la facture. Alors, pas forcément, non. Non, alors on peut. Le data controller, il peut vérifier. Alors en fait, on va utiliser les données. C'est les données qui sont dans la pièce, en fait. Hein. Donc, à la limite, on va juste contrôler que l'affectation, elle est cohérente, d'accord? Mais ça va être certainement par sondage. Hein. C'est l'auto-apprentissage de la machine. Ouais. Avec lui rentrant. Ouais. Oui, c'est ça. Et Ouais. actuellement, c'est tout ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça, oui. Ouais. En partie. Mais ce sera beaucoup plus. Alors, il y a des systèmes sur lesquels, alors nous, c'est pas le choix qu'on a retenu. C'est-à-dire que le logiciel informatique propose une affectation comptable, mais il y a quand même un intervenant manuel qui a le visu chez nous, donc il voit passer la facture. Il y a l'outil qui propose une affectation et l'opérateur valide en disant je suis d'accord ou je modifie. Il y a des outils, logiciels conciliateurs par exemple, ils partent du principe qu'à partir du moment où le process est intelligent et il s'autocontrôle. Donc il dit là, j'ai interprété la facture comme il faut, donc ça passe, il n'y a plus de contrôle automatique, il n'y a plus de contrôle manuel. Toutes les factures de ce type, ce sera ça. Donc en fait, le conciliateur, par exemple, classifie les factures. Vert, j'ai bien reconnu la facture, donc ça passe. Orange, je ne suis pas sûr de mon coût, et là, il y a une intervention manuelle. Et puis rouge, je n'arrive pas à la traiter. Mais tout ça parce qu'on est sur l'OCR, c'est-à-dire on analyse une image. Et l'image, par définition, il n'y a plus d'aléa. Le problème qu'on a, nous, c'est le client qui prend la photo avec son smartphone, il n'a pas fait attention qu'il y a de l'ombre, il y a du soleil, il y a du machin, il a pris de travers, etc. Et donc l'image n'est pas lisible. Ou elle est incomplète, il manque le hors-taxe, la TVA, le machin. Donc ça, le logiciel, il s'arrête. À ce moment-là, il dit je ne comprends pas, je ne trouve pas l'info. Ou des couleurs. Ou des couleurs. Voilà. Mais, donc aujourd'hui, quand on analyse une image, il y a encore un risque d'erreur. Demain, c'est de la donnée. Il n'y a pas d'erreur d'interprétation sur la donnée. Le seul truc qu'il y a, c'est l'ordinateur peut la mettre pas là où il faut, parce qu'il a mal été paramétré. Et voilà. Mais après, sur le reste, il n'y aura plus ça. Donc tous ces logiciels d'OCR, c'est d'OCRisation, ça c'est fini, ça. Fini. Est-ce qu'il y a des questions en visio? Vous pouvez peut-être remettre vos micros, vos caméras aussi, on verra. On vous dira coucou. Merci. C'est gentil. Merci à vous. Merci Martin. David Jupin. Il y a d'autres questions? La visio est-elle disponible en diffusion? Oui. Si l'enregistrement a bien marché, la réponse est oui. Comme vous aurez les supports. Merci et bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Bon, parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On va passer à côté pour ceux qui sont là. C'est l'avantage du présentiel. Merci Martin. Bonne soirée.